Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien durant cette période de trêve internationale. Ici sur la chaîne, on en profite pour faire des petites collaborations. J'espère que vous avez regardé la dernière vidéo avec Café Barça. On s'est amusé, une vidéo sur sa chaîne, une vidéo sur ma chaîne. Chacun réagit, commente le 11 de l'autre. Alors je sais, sur ma chaîne, vous n'êtes pas trop habitué aux vidéos longues, mais bon, c'était tellement intéressant de discuter avec lui que ouais, je vous ai sorti une vidéo de 37 minutes, mais prenez le temps. Ça va bientôt être le week-end. Voilà, petite pause déjeuner, vous prenez ces 37 minutes tranquillement. Et autre collaboration de la semaine, cette fois-ci ça va être avec vous, mesdames et messieurs. Et pour certains qui connaissaient bien la chaîne, vous commencez à connaître un petit peu le déroulé. Je vous pose des questions, vous répondez, j'analyse vos réponses. Les amis, pour cette vidéo, je vous ai posé 5 questions et j'ai été très content des retours, que ce soit en termes de nombre, mais aussi en termes de qualité. De plus en plus de commentaires sont arrivés en dessous des sondages. On va un petit peu en mettre en avant, d'ailleurs, dans cette vidéo. Et comme d'habitude, il y a des réponses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres avec lesquelles je suis un petit peu moins d'accord. Et en parlant de ça, justement, on va commencer par la première des questions qui porte autour du leader offensif du FC Barcelone. Et en majorité, vous avez voté en numéro 1 pour Lamine Yamal, suivi de Lewandowski qui est collé à Rafinha et enfin Dani Olmo. Alors pour répondre à cette question, je vais faire mon classement mais dans l'ordre décroissant. En 4e position de ces leaders offensifs, malgré que Luciano m'ait mis en avant le fait que Dani Olmo soit un joueur qui puisse dans sa qualité technique beaucoup nous apporter, je pense que c'est un joueur qui est un petit peu trop nouveau dans le sens dans l'équipe A parce qu'on le sait qu'il est passé par la Masia, mais je veux dire aussi que Dani Olmo c'est un joueur qui a connu un peu de haut et de bas dans sa carrière et malgré le fait qu'il ait une qualité technique et que ça puisse être un leader technique, je ne pense pas encore que ça puisse être un leader offensif de ce FC Barcelone. En 3e position, et là c'est la surprise parce que je vais à l'encontre de votre choix, j'ai décidé de mettre Lamine Yamal. Et là je suis d'accord avec The Friend Zone qui dit et qui explique en effet que Lamine Yamal à son âge, à 17 ans, ne peut pas être le leader offensif de ce Barça. Et moi j'avais justement cette idée-là en tête quand j'ai posé le sondage. J'avais envie de faire comprendre que Lamine Yamal, pour moi, avec son âge, il ne peut pas porter sur les épaules le poids de l'attaque du Barça. Il faut le laisser. J'en ai parlé récemment dans une vidéo sur le changement de statut au FC Barcelone des joueurs. Lamine doit rester un gamin, il doit rester insouciant dans son jeu. Il ne doit pas porter sur ses épaules le poids d'un échec offensif du FC Barcelone. Malgré sa grande qualité, je ne dis pas que Lamine Yamal n'a pas de qualité et comme Dani Olmo, il peut être un leader technique. Mais le leader offensif du Barça, pas encore. Vous inquiétez pas, il aura le temps. Dans 2-3 ans, il y a des chances qu'il le soit et déjà l'être à 20 ans, 21 ans, c'est déjà énorme pour un joueur du Barça. En 2e position, je vais mettre un certain monsieur Rafinha, qui lui a été plébiscité par Cyril en commentaire très intéressant, mais Rafinha, pour moi, montre de très bonnes choses depuis quelques mois, que ce soit en termes de performance individuelle, de performance aux entraînements. Pedri en a parlé récemment, il dit que Rafinha c'est le plus monstrueux entre guillemets à l'entraînement, qui ne rechigne jamais à l'effort sur le terrain, même quand il est un petit peu plus en dedans. C'est un joueur qui mettra toujours de l'intensité, c'est un joueur qui fait officiellement partie des capitaines de cette année. Donc depuis quelques mois, Rafinha il est primordial au FC Barcelone. Là-dessus, on peut rien lui retirer. Mais il n'a pas la première place parce que pour moi, Rafinha, il n'a pas un passif qui est autant important que Lewandowski. Rafinha avant le Barça, c'est Leeds et Rennes. Je ne dévalue pas ces équipes du tout, plein de respect pour ces équipes, mais c'est pas du top cadre européen. Les 2 premières saisons de Rafinha au Barça, c'est aussi des saisons qui sont mitigées. Il a quand même créé le débat durant ses premières années. Du coup, par rapport à son passif, je peux pas le mettre le premier leader du FC Barcelone. Il a franchement la capacité de l'être dans quelques années. Pourquoi pas? Parce que même dans son body language, dans son leadership, il peut incarner ça. Mais en premier lieu, tout de suite cette année, je mets Lewandowski numéro 1 justement par rapport à son passif, par rapport à ce qu'il a fait au Bayern, par rapport à ce qu'il a fait à Dortmund, par rapport au fait que depuis une dizaine d'années ce soit l'un des tout meilleurs numéro 9 en Europe, en englobant bien sûr toutes ces 10 années. Même si au Barça ça n'a pas toujours été facile, il a un passif qui fait que c'est lui qui doit porter cette offensive du Barça. C'est lui qui doit emporter les autres, qui doit les accompagner. Et pour moi, un leader, c'est ça. De plus, on sait que Lewandowski, c'est quelqu'un qui adore jouer plein de minutes. On sait qu'il va jouer plein de matchs. C'est le mec en plus qui est censé planter les buts du Barça. Je ne dis pas du tout que Lewandowski c'est le meilleur, attention, hein. Je dis celui qui doit être le leader offensif. Lewandowski est moins bon techniquement qu'un Lamine Yamal, court moins vite qu'un Rafinha, mais selon moi, c'est quand même lui qui doit incarner ce rôle de leader pour les autres de par son passif et la place qu'il prend sur le terrain.
Deuxième question, mesdames et messieurs, et personnellement, c'est ma question préférée. Ma question préférée. Elle tourne autour de la gestion des jeunes. On voit un Barça qui, contextuellement parlant, comme on est en crise, on accorde beaucoup d'importance à ces jeunes parce qu'on n'a pas le choix. Et surtout que ces jeunes, par rapport à l'effectif qu'on a, ils sont plutôt très bons, voire même c'est les meilleurs des fois à leur poste. Lamine Yamal, un Koubarsi sont des joueurs excellents. Un Gavi, avant de se blesser, était prépondérant dans cette équipe-ci. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous préférez que ces joueurs continuent à avoir plein de minutes, mais qu'ils aient un risque de blessure élevé, mais qu'on reste compétitif, ou vous préférez justement bien les manager, gérer leur temps de jeu, mais forcément qu'on soit un peu moins compétitif. Et en majorité, vous avez voté pour plus de temps de jeu pour les jeunes, à 60%. C'est pas une énorme majorité, mais vous êtes plus d'accord justement pour un petit peu essorer nos jeunes joueurs. Et désolé, mais moi je suis pas d'accord avec cette idée-ci. J'ai envie de protéger mes jeunes joueurs. Alors vous allez me dire, oui, mais on va perdre en compétitivité. Et j'ai envie de vous dire, et alors les amis, moi cette année, je l'ai dit dès le début, Flick, je vais le juger comme Xavi. Ce que j'attends, tant que le Barça reste en crise, c'est un Barça qui s'améliore dans le jeu, qui s'améliore individuellement et collectivement. C'est ce que j'attends. Les trophées, c'est du bonus. Quand le Barça redeviendra sur le devant de la scène, sera dangereux pour tout le monde, pourra sur le mercato des transferts faire entre guillemets ce qu'il a envie de faire et vraiment améliorer son effectif global, là j'arriverai, je demanderai des comptes en termes de trophées. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, ce que je veux, c'est de l'amélioration globale de août jusqu'à mai. Donc, pour moi, j'ai envie d'avoir des jeunes qui seront importants pour le Barça dans les 10-15 prochaines années. Alors oui, cette année, on va faire des matchs nuls. On va peut-être perdre des matchs parce qu'on les fera pas jouer. Mais moi, je serais content dans 5 ans, dans 6 ans, de voir un Lamine Yamal qui a la forme qui est à 100%, de voir un Gavi qui est à 100%, de voir un Pedri qui est à 100%, plutôt que de se dire cette année, faut absolument tout faire pour gagner, pour remporter cette Liga. On s'en fiche, on fait jouer les jeunes joueurs. Hop, super, on a gagné la Liga 2024-2025, on est content. Dans 1 an et demi, Lamine Yamal, il se fait les croisés. Hop, c'est fini, sa carrière, il pourra jamais retrouver son niveau d'antan. Et encore une fois, c'est quelque chose d'hypothétique, parce qu'à tout moment, on les fait jouer 50 matchs, ils se blessent pas. C'est totalement possible, je suis totalement d'accord avec vous là-dessus. Mais tu prends quand même plus de risques, surtout si tu fais jouer des jeunes 50 matchs, qu'ils se blessent, plutôt que justement bien les manager, en acceptant bien évidemment qu'on soit moins compétitif. Mais je pense qu'il faut passer par cette acceptation-là pour être heureux dans 10 ans de voir nos petits, nos gamins rayonner sur la scène européenne. Troisième question, mesdames et messieurs, elle concerne le mercato. J'ai pas fait de vidéo bilan du mercato parce que j'allais faire encore des redites de tout ce que j'ai dit pendant le mois d'août, mais on avait quand même fixé certains objectifs avant ce mercato qui étaient notamment un numéro 6 et un ailier gauche. Je tiens d'ailleurs à rappeler par rapport aux objectifs qu'on se fixe que ce sont des objectifs et des cibles qui sont personnels, c'est-à-dire que les créateurs de contenu, les supporters, les gens qui parlent sur les réseaux du Barça ont leurs envies, mais à aucun moment on a une certitude que ce soit l'envie de Flick. On le saura dans quelques années, quand les langues se délient, on sait ce dont ont vraiment besoin les entraîneurs, mais pour l'instant, ce n'est que nos envies à nous, cette histoire de numéro 6 est déliée, même si on pense quand même que par rapport aux problématiques de la saison dernière, il y a quand même encore des manquements. Et par rapport à ces postes qu'on avait besoin de recruter, il n'y a eu aucun dossier qui a été réalisé de la part de la direction sportive. Donc justement, je vous posais la question, qu'est-ce qui va le plus manquer au FC Barcelone? Et en grande majorité, vous avez mis le numéro 6 et ensuite derrière collé aucun manquement et l'ailier gauche. Alors bien évidemment, comme le dit Grenoble, je pense que cette histoire de 7-0 contre Valladolid a fait largement monter le pourcentage de aucun. Beaucoup de gens pensent que le Grand Barça est de retour, que tout va bien, qu'on n'a aucune difficulté, qu'on n'en aura aucune durant la saison. Bien évidemment, Laporta est bien content de ça. Ça fait le jeu de Laporta, cette victoire qui permet aux gens, juste après cette victoire, de ne plus du tout râler. Vous vous souvenez, tout le monde râlait sur Laporta, on a gagné 7-0, hop, tout le monde a commencé à se taire. Tous les problèmes ont été réglés, on a gagné 7-0 contre Valladolid, la saison va être tellement facile, mesdames et messieurs. Mais non, les problèmes, je pense, vont quand même continuer à exister pour le Barça, qui pourra quand même faire une bonne saison, mais qui aura peut-être certaines limites. L'avenir, en tout cas, nous le dira. Mais je suis d'accord avec vous, en tout cas, sur les deux autres choix, que sont le numéro 6 et l'ailier. Je mets le numéro 6 plus important que l'ailier. Pourquoi? Parce que la question de l'ailier, je pense qu'elle peut être résolue d'une autre manière par Flick. Dans le sens où Flick va certainement mettre un milieu gauche très intérieur, comme il le fait actuellement avec Rafinha, qui est sur sa lancée de l'année dernière sous Xavi, bien utilisé dans ce demi-espace-ci. Si Rafinha a besoin de souffler, tu peux mettre un Dani Olmo là-dedans, tu peux mettre également un Fermin Lopez, pourquoi pas mettre un Gavi et même un Pedri. C'est ce que je fais d'ailleurs dans mon 11 type avec Café Barça. Et la personne qui va vraiment animer le couloir, la ligne gauche, c'est Baldé. Mais là par contre, c'est un point d'attention très important pour l'FC Barcelone. Si par contre Baldé se blesse,
c'est un bordel sans nom. Parce que si Baldé se blesse, c'est Gérard Martin. Et on l'a vu, Gérard Martin, il a plus un aspect défensif et il n'anime pas vraiment offensivement le couloir. Et là, par contre, le manque d'ailier gauche, il va se faire ressentir parce que pour activer le couloir, il n'y aura plus personne. Mais bon, espérons, croisons les doigts pour que Baldé reste. Mais par contre, en revanche, le numéro 6 va y avoir une problématique. Et on s'en souvient, l'année dernière, j'avais des fois des petits commentaires qui me disaient le numéro 6, ça sert à rien. Pourquoi tu râles par rapport au 6? C'est pas un gros problème, regarde le PSG. Le PSG contre Dortmund, mesdames et messieurs, ce qui leur a grandement manqué, c'est notamment un numéro 6. Donc dans les grands clubs actuellement européens, si on veut bien performer, un numéro 6, c'est primordial. D'ailleurs, Flick en a parlé il y a même pas une dizaine de jours, il a dit il nous faut un joueur rôle Busquets. C'est primordial, c'est prépondérant. Donc, même Flick l'a dit, c'est super important pour le Barça. Et le problème, c'est que De Jong il va revenir, mais on ne sait pas trop dans quel état de forme. Va-t-il être un peu gêné par sa cheville? Va-t-on avoir le De Jong de l'année dernière? Encore des petites questions. Bernal s'est blessé pour toute la saison, malheureusement. Casado a-t-il les épaules pour supporter une saison en équipe 1? On a entendu de très bonnes choses sur Casado. Il faut maintenant le prouver à ce niveau-ci. C'est pas totalement garanti. Donc il y a quand même pas mal de questions autour de ce numéro 6 qui a un poste primordial. Alors que le poste un peu plus, on va dire, d'ailier gauche peut être remplacé par un poste de milieu gauche intérieur. Voilà pourquoi je suis d'accord avec vous sur cette question du recrutement le plus important loupé par le Barça, qui est le numéro 6. Quatrième question, mesdames et messieurs, elle concerne le retour des blessés. Et oui, plus on va avancer, plus certaines têtes vont commencer à revenir, certainement après la trêve internationale Fati, De Jong, vers novembre Gavi, vers décembre Araujo. Alors on continuera à avoir des blessés à droite à gauche, puisque le Barça, on est abonné à ça maintenant. Mais je vais vous poser la question, quel joueur selon vous, vous avez le plus hâte de voir revenir pour cette année au FC Barcelone? Et en tête, largement en tête, vous avez mis Gavi en deuxième position avec pas mal de votes Ansu Fati. Derrière, quand même assez largement derrière, Frenkie de Jong. Et un tout petit peu pour conclure ce sondage, Ronald Araujo. Alors on voit bien donc qu'il y a quand même deux figures qui se détachent des deux autres. Alors quand même ne pas négliger le retour d'Araujo qui va pouvoir être intéressant. Aussi le retour de Jong qui va être surtout important justement pour ce poste de numéro 6 dont on vient de parler. Mais deux joueurs finalement qui se ressemblent un petit peu dans l'idée de se dire la dernière année, il y a eu des grands moments de faiblesse. Et c'est des joueurs aussi qui dans leur communication, dans leur body language, ont montré l'année dernière une non-envie des fois de vraiment se donner à 100% pour le Barça. Ronald Araujo, après son erreur contre le PSG, il a complètement déconnecté. De Jong, il y avait plein de moments dans la saison où il déconnectait totalement défensivement. Donc deux joueurs qui ont besoin un petit peu de se racheter sur cette année et on voit un petit désamour de certains supporters, je pense, qui est un petit peu lié à ça. Et ensuite, on a nos deux petites pépites, nos deux petits gars de la Masia. Et là, tu vois que les gens ont le sourire dès qu'on pense justement à leur retour. Et comme dit El Chris, voilà, c'est difficile un petit peu de discerner les deux cas, même si lui décide de voter pour Fati. On est sur deux gars, on a vraiment envie de les revoir. Voilà, après, c'est deux cas qui sont un petit peu différents. On a un Gavi qui, lui, s'est un petit peu arrêté à un moment où il était ultra important, où ça faisait trop plaisir de l'avoir au FC Barcelone. Il avait une importance qui commençait de plus en plus à grandir sur le terrain et ça s'est arrêté d'un coup. À côté, on a le cas d'Ansu Fati qui, lui, a eu cette blessure malheureuse il y a quelques années et qui, après, a eu du mal à revenir, qui a eu son prêt à Brighton l'année dernière, qui a été mis en difficulté. Donc, les gens l'ont un petit peu plus perdu de vue, je pense, ce qui fait qu'il est derrière Gavi. Mais je pense qu'il y a encore plein de personnes qui attendent le retour de Fati et on en a parlé en plus récemment avec Café Barça. Nous deux, voilà, on avait vraiment envie dans nos rêves les plus fous d'avoir un Fati qui a un rôle très important au FC Barcelone. On a vu récemment que Flick voulait pourquoi pas l'utiliser en tant que numéro 9. Moi, je l'aurais plus vu dans le demi-espace gauche, mais en tout cas, hâte de voir ça. Flick a vraiment envie de le retrouver à un bon niveau parce que ce qu'il a vu juste avant sa blessure et la tournée aux US, apparemment, il a adoré voir ça. Du coup, ouais, les deux petits gamins, on a hâte qu'ils soient là. Gavi, toujours faire attention parce qu'il va revenir d'une blessure très importante. Bien le ménager. On retombe sur le sujet numéro 2 de cette vidéo. Ménager les jeunes, ne pas faire enchaîner Gavi trop vite. Ça prend du temps pour les joueurs de revenir d'une telle blessure. Soyons patients dans le rendement qu'il doit avoir, surtout qu'il a un jeu qui est beaucoup basé sur l'intensité. Mais en tout cas, vraiment hâte de revoir ces deux sourires au Barça. Pour conclure cette vidéo, mesdames et messieurs, cinquième question qui concerne le tirage au sort de la Ligue des Champions parce que je n'ai pas fait de réaction justement à ce tirage au sort. Et la question était quelle équipe pour vous est la plus dangereuse? Bien évidemment derrière le Bayern Munich et en tête vous avez mis Dortmund suivi de l'Atalanta et derrière à égalité Monaco et Benfica. Alors il y en a certains qui comme Foot Live m'ont dit c'est plus dangereux d'affronter Dortmund chez eux que le Bayern Munich. Alors
Peut-être ça peut jouer, mais ne dévaluons pas non plus le Bayern Munich. Je sais que l'année dernière ça a été compliqué pour eux, ils n'ont pas été champions alors que ça faisait 50 ans et demi qu'ils avaient été champions d'affilée. Mais là cette année avec compagnie, je pense qu'on va retrouver un Bayern qui va être intéressant. On a des petits traumatismes face au Bayern Munich, donc dévaluons pas tout de suite le Bayern Munich. Mais c'est vrai qu'aussi Dortmund ça va être compliqué. Après il y a une certaine logique dans votre classement, moi je vous suis totalement. Dortmund, dernier finaliste de Ligue des Champions. Alors après attention, ça veut pas dire que tu es finaliste de Ligue des Champions que tu mérites foncièrement d'être finaliste de Ligue des Champions sur le papier. C'est une équipe qui s'est bien battue, qui a très bien géré ses doubles confrontations. Mais après, est-ce que sur le papier, Dortmund est la deuxième meilleure équipe d'Europe l'année dernière? C'est un autre sujet, mesdames et messieurs. Mais cette année, ils sont sur la continuité. Ils peuvent avoir engrangé un petit peu plus de confiance. Alors, ils n'ont pas Sancho qui a été quand même un élément très important, surtout dans cette phase retour, entre guillemets, de Ligue des Champions. Il va y avoir certaines petites choses qui vont changer du côté de Dortmund. Ensuite, l'Atalanta, c'est normal, finaliste et vainqueur de la dernière Europa League. Donc, c'est normal qu'ils soient deuxième de ce classement. Et ensuite, on a un Monaco, Benfica qui peuvent se valoir, même si moi, je pense que je mettrais personnellement un petit Benfica au-dessus. Je pense qu'on est un petit peu traumatisé du 3-0 qu'on a pris au trophée Gamper autour de Monaco. Benfica, pour moi, ça paraît un tout petit peu plus solide, mais ça sera à voir. Dans tous les cas, sur ce tirage au sort, on va pas se mentir, ça va, dans la globalité, ça va. On a Bayern Munich et Dortmund en équipe difficile. En dessous, c'est plutôt correct. C'est bien parce qu'on affronte quand même des équipes qui vont nous permettre de jauger face à des équipes top européennes, donc notamment Bayern Munich, Dortmund et peut-être un tout petit peu Atalanta. Et le reste, on va pouvoir être dans un apprentissage de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, de ces 8 matchs. On va très bientôt en parler. Le calendrier pour le Barça, il va être intense de malade. Donc tant mieux qu'on affronte ces équipes-là. Ça reste des matchs de Ligue des Champions, donc il va y avoir de l'intensité. Une nouvelle fois, un énorme respect pour toutes les équipes qui y sont dans cette Ligue des Champions. Mais voilà, après les Young Boys, les Brest, etc., on a quand même un petit peu de chance d'être tombé dessus. Dans la globalité, les équipes qu'on a affrontées, on peut en profiter largement pour se mettre en confiance et ne pas oublier que, comme le dit la frite catalane, finalement, le plus grand ennemi du Barça dans cette phase de poule, ça va être nous-mêmes. Et oui, en effet, il y a de fortes chances que ce soit nous-mêmes qui soyons nos propres ennemis sur cette phase de poule. Il va falloir faire attention à bien nous gérer. Voilà les amis, c'était mon analyse de vos réponses. Une nouvelle fois, c'est toujours sympa de faire ce petit exercice-ci parce que des fois, j'ai des petites idées. Je pense que beaucoup de gens pensent de cette manière-là. Et puis, je vois que mes abonnés, pas du tout. Ils n'ont pas du tout le même avis que moi. Donc, c'est toujours un exercice qui est super sympathique à faire. Un grand merci à vous pour répondre au sondage, pour même répondre aux commentaires. Je me fais un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre, même sur cette vidéo. N'hésitez pas à répondre aux différentes infos, aux différentes analyses que j'ai faites. Je me ferai un plaisir, comme d'habitude, de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.